BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions et tenter avec vous de mieux comprendre précisément, factuellement, historiquement, j'allais dire, tout ce qu'il se passe en ce moment même à Gaza et en Israël. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes l'auteur récemment de 2 ouvrages. L'un qui s'appelle L'anatomie d'un conflit, paru aux éditions des Arènes. Et puis ce best-seller désormais, cette histoire de Jérusalem, qui est une bande dessinée historique que vous avez donc publiée et écrite. Je voudrais qu'on comprenne beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il se passe sur le terrain, et puis derrière les mots, derrière les déclarations des uns et des autres, qu'est-ce qu'il faut comprendre en vrai, j'allais dire. Notamment sur la question d'abord de la reconnaissance de la Palestine. Hier soir, Emmanuel Macron a échangé au téléphone avec Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, c'est le président de l'autorité palestinienne. Il lui a dit, au fond, pourquoi pas une reconnaissance de l'État palestinien, mais 1, pas sous le coup de l'émotion, et 2, uniquement si vous vous réformez. Pour commencer à poser le décor, quand on dit la Palestine aujourd'hui, c'est qui, c'est où, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, de la mer Méditerranée au Jourdain, vivent 7 millions de Palestiniens et 7 millions de Juifs israéliens d'ailleurs. 50-50, ils sont autant. Sur ces 7 millions de Palestiniens, il y en a un peu plus de 2 millions en Israël, donc ils sont citoyens israéliens, ça c'est une chose. Et puis il y en a 5 millions qui se répartissent entre Gaza et la Cisjordanie, à peu près moitié-moitié, 2,3 millions à Gaza et le reste en Cisjordanie. D'abord c'est intéressant pour les gens qui nous regardent, Gaza c'est 1% de tout ce territoire-là, et c'est plus de 35% de la population palestinienne. Voilà. Pourquoi c'est pas la même autorité d'abord? Parce qu'en fait, quand on dit Mahmoud Abbas, vous avez distingué Gaza de la Cisjordanie. Quand on parle avec Mahmoud Abbas, qui est officiellement le représentant de l'autorité palestinienne, il ne règne pas sur Gaza. Non, parce qu'en 2006, il y a eu des élections législatives qui ont été gagnées à la loyale par le Hamas. Il y avait plein d'observateurs internationaux. Le Hamas a donc été élu. Le Hamas a gagné ces élections législatives largement. Donc un certain Ismaël Haniyeh a été nommé Premier ministre par Mahmoud Abbas, on l'a oublié, c'est une forme de cohabitation. Il a été nommé Premier ministre par le président, de l'autorité palestinienne. Ça s'est mal passé. Et en 2007, il y a eu une forme de guerre civile et le Hamas a pris le pouvoir à Gaza et a abandonné d'une certaine manière la Cisjordanie. Donc on s'est retrouvé dans cette situation. Depuis 2007, c'est le Fatah, l'autorité palestinienne, l'OLP on va dire, qui est en Cisjordanie, et le Hamas qui règne sur Gaza. Quand on dit donc qu'il y a la question du territoire, il y a la question de l'autorité qui y règne, quand Emmanuel Macron dit oui, mais si vous vous réformez, est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut réformer? D'abord du point de vue de la démocratie. Vous l'avez dit, il y a eu ces élections, le Hamas a été élu. Mais il n'y en a pas eu depuis. Mais il n'y en a pas eu depuis. Non. Pourquoi? Alors, il n'y en a pas eu depuis, parce que il y a des Palestiniens qui ne peuvent pas voter à ces élections. Par exemple, les 400 000 Palestiniens de Jérusalem. Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé. Il y a quand même 400 000 Palestiniens qui sont là. Et Israël refuse qu'il y ait des bureaux de vote. Donc, très concrètement, dans cet espace-là. Voilà. Donc, par exemple, l'autorité palestinienne dit on ne peut pas faire des élections parce qu'il y a eu plusieurs fois des élections qui ont été annoncées. Et entre nous... Enfin, ils pourraient les faire au pire sans... Ça, je veux dire, quand je vous entends, j'entends une forme de prétexte. Mais évidemment. Ça ne sous-entend, en fait, ça ne sous-estime pas la difficulté de se passer malgré eux de ces électeurs-là. Enfin, ça n'est pas suffisant pour justifier qu'il n'y ait pas eu de... Si Mahmoud Abbas repousse à chaque fois les élections, c'est que tout indique que, et avant le 7 octobre, tout indique que le Hamas les gagnerait. On a 2 indicateurs sur l'opinion publique palestinienne. C'est les élections étudiantes dans les facs. Là, ça continue de voter tous les ans, il y a des représentants des facs. Et le Hamas ne cesse de gagner du terrain, y compris en Cisjordanie, y compris à Birzeit, ou y compris dans des universités où le Fatah ou l'OLP était très très puissante. Et puis il y a des élections municipales. Et pareil, les gens qui sont plutôt proches du Hamas marquent des points. Donc si ces élections n'ont jamais lieu, c'est parce que on craint en fait que le Hamas les remporte. Ça fait un peu penser à la situation algérienne dans les années 90. On vote pas parce que qu'on connaît. Au fond, si je vous écoute, vous donnez raison à Salman Rushdie quand il dit la semaine dernière, s'il y avait aujourd'hui une forme de liberté démocratique en Palestine, ça deviendrait presque l'état des talibans, quoi. Alors, non, parce que moi je dirais pas taliban, je dirais que le Hamas, a priori, remporterait ces élections. Je note que le Hamas, d'ailleurs, depuis le 7 octobre, dit qu'il pourrait tout à fait rejoindre l'OLP. Alors, les gens qui nous regardent disent, mais comment c'est possible? L'OLP, c'est une organisation de libération de la Palestine. À l'intérieur, il y a des partis. Par exemple, le Fatah, qui était le parti de Yasser Arafat. Il y a aussi le FPLP, qui refusait le processus d'Oslo. Il pourrait y avoir un Hamas réformé. Ça peut paraître scandaleux, ce que je suis en train de dire.
Mais si le Hamas est représentatif d'une partie de la population palestinienne, et notamment si sa branche politique, qui a fait des bougées assez sérieux, par exemple en 2017, sur la question de savoir est-ce qu'on pourrait reconnaître éventuellement Israël dans des frontières de 67, etc., on pourrait imaginer que le Hamas rejoigne à un moment l'OLP. Et quand vous avez cité à l'instant le processus d'Oslo, je tiens à préciser que vous faites référence donc aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est 1993 et Mahmoud Abbas, dont on parle à l'instant, était l'un des signataires qui avait donc accepté de signer ces accords d'Oslo qui stipulaient, je cite, que l'État d'Israël a droit à une existence en paix et en sécurité. Est-ce que ça pourrait être validé par le Hamas ? Alors, de 1964 à 1988, l'OLP refuse de reconnaître l'État israélien. L'OLP se bat pour une Palestine souveraine de la mer au Jourdain. D'accord ? Donc exactement. Cette fameuse expression de la mer au Jourdain. Donc, justement, je fais un petit écart là-dessus parce que c'est très intéressant. On a quand même l'impression qu'autour de cette expression, il y a une forme d'ambiguïté. Certains disent, quand on dit de la mer au Jourdain, ça veut dire la disparition d'Israël. De facto. De facto, c'est clair. Oui, donc oui, quand oui. on dit de la mer au Jourdain, ça veut dire qu'en fait, on veut la suppression Oui, d'Israël. alors après, on peut habiller en disant ah oui, mais en fait, on veut un État binational Ouais, dans lequel tout le monde aurait le droit de vivre. Bon, c'est quand même... voilà. Encore une fois, si on Dans pouvait... leur bouche, en tout cas, au départ, quand cette expression est utilisée, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Non. Ça veut dire suppression d'Israël. Voilà, Okay. Si on a commencé à discuter avec l'OLP en 1988, c'est parce que Yasser Arafat, en 88, a eu cette fameuse phrase à Paris en disant « la charte de l'OLP est caduque ». Vous vous souvenez ? Il parlait avec François Mitterrand. Et donc, on reconnaît Je m'en souviens pas. dans... Et justement, c'est pourquoi je vous reçois ce matin. C'est que je trouve ça très important et très intéressant de revenir aussi aux origines et même à la question du droit international. On va y revenir Arafat ensuite. a dit la charte est caduque, on reconnaît l'État d'Israël dans les frontières de 67 et nous, Palestiniens, on va se battre pour récupérer les 22% restants, c'est-à-dire Cisjordanie plus Gaza. C'est ça le processus d'Oslo. C'est ça le pari de Yasser Arafat et c'est ça qui a raté. Le Hamas, il est créé quand ? En 1987. C'est-à-dire exactement au même moment. D'une certaine manière, il reprend la place laissée libre par... Parce que Mahmoud Abbas met derrière lui cette fameuse phrase de la mer au Jourdain, le Hamas reprend ce flambeau-là. Voilà, mais avec un autre programme aussi politique. Hein. C'est plus un mouvement laïque, c'est un mouvement islamiste. Mais en 2017... s'il y avait... Allez-y. Non, en 2017, le Hamas, la branche politique du Hamas, et c'est important parce que le 7 octobre, ça a été organisé par la branche militaire du Hamas. On le sait, ne serait-ce que pour des raisons opérationnelles. On ne discute pas d'une opération terroriste comme celle du 7 octobre au bureau politique du Hamas, où il y a des espions partout, des gens infiltrés à Doha, en Turquie, etc. C'est la branche militaire, c'est Yahya Sinwar et Mohamed Def qui ont organisé le 7 octobre, alors que la branche politique du Hamas, depuis 2017, était en train de savoir est-ce que ça vaudrait pas le coup de se normaliser, de se dédiaboliser, pour prendre un terme, voilà, et peut-être on va dire pas reconnaître l'État israélien de façon explicite, mais en tout cas de se dire, nous, on va se battre à l'intérieur des frontières de 67. Donc finalement, de faire le même bouger en 30 ans qu'a fait l'OLP entre 64 et 88. Vincent Lemire, si je vous écoute et que je reprends notamment votre déclaration sur le fait que s'il y avait des élections aujourd'hui, vraisemblablement et selon tous les éléments, c'est plutôt le Hamas qui le gagnerait. Alors, la phrase d'Emmanuel Macron à Mahmoud Abbas hier soir lors de leur coup de fil quand il dit, et c'est l'Élysée qui nous en donne le compte-rendu, le président de la République a rappelé le soutien de la France à une autorité palestinienne réformée et renforcée, en capacité d'exercer ses responsabilités sur l'ensemble des territoires palestiniens, y compris dans la vente de Gaza, au bénéfice des Palestiniens. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase, mais si on s'arrête notamment sur la question de l'exercice des responsabilités sur l'ensemble des territoires, au fond, vous nous dites que c'est impossible. En l'état, c'est impossible. Sauf le Hamas ne laisserait pas la branche dure. Et l'autorité palestinienne n'irait pas. Elle annonce depuis le 7 octobre qu'elle ne rentrera pas dans Gaza derrière les chars israéliens ou même derrière une force internationale, parce que ça ne marchera pas. Il pourrait y avoir des éléments modérés du Hamas, représentatifs de la population, qui rejoignent l'OLP et qui rejoignent aussi cette autorité palestinienne réformée. Je remarque qu'effectivement, la position française, elle bouge assez vite. La déclaration d'hier et le compte-rendu très précis sur le site de l'Élysée, je l'ai lu comme vous hier soir, la France a quand même voté oui au Conseil de sécurité de l'ONU à la demande d'adhésion pleine et entière de la Palestine comme État membre de l'ONU, il y a quelques semaines. Elle a voté oui, elle aurait pu s'abstenir. Ça veut dire que vous lisez dans cela, vous, l'historien Vincent Lemire, la possibilité que assez vite, finalement, la France rejoigne la position de l'Espagne, de l'Irlande, d'une reconnaissance de l'État palestinien. Espagne, Irlande, Norvège. Norvège, c'est Oslo, Symboliquement... Vous voyez, la capitale de la Norvège, c'est Oslo, qui reconnaît cet État palestinien. Et si on va au bout de ça, s'il y a effectivement reconnaissance de l'État palestinien,
On reconnaît quelle Palestine? Alors voilà, Puisque en vous écoutant, elle est très morcelée. c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on reconnaisse un État alors que ces C'est-à-dire que ça frontières reste sont pas théorique? forcément. Ça veut dire que ça Mais reste non, parce que théorique? quand même, alors ça donne une capacité juridique, ça donne une capacité diplomatique. Un État, c'est une entité qui fait trois choses. Ça représente une population, ça la protège. Vous êtes représenté par un gouvernement français, vous êtes protégé, vous avez un passeport, vous avez, si vous arrive quelque chose à l'étranger, vous êtes représenté, vous êtes protégé, mais vous êtes aussi encadré et contrôlé. Si vous commettez un crime ou si vous êtes... voilà. C'est ce qui manque aux Palestiniens aujourd'hui, et j'allais dire c'est ce qui manque aussi aux Israéliens. Un État palestinien qui représente, qui protège et qui encadre. Oui, mais j'ai envie de vous poser la question dans ces cas-là de la logique. Si c'est le Hamas qui effectivement était à la direction de ça, alors ça pourrait être, si je vous entends, un Hamas plus modéré, selon votre expression. Est-ce que ce Hamas modéré considérerait qu'il est un crime, par exemple, d'avoir été brûlé ou violé des femmes israéliennes? Est-ce que cette justice-là aurait ces critères-là? Mais alors, par exemple, le Hezbollah, c'est pas des tendres. Hein. Le choix de la communauté internationale et de l'Union européenne, ça a été de dire la branche militaire du Hezbollah, c'est une entité terroriste, on n'a pas le droit de leur parler, mais la branche politique, on a le droit de leur parler. Et d'ailleurs, ils sont au gouvernement libanais. Donc, je veux dire, c'est pas forcément des gentils. On n'est pas obligé d'être copains avec eux, mais s'ils sont représentatifs, il y aurait une logique démocratique. Il y aurait une logique démocratique et il y aurait surtout une capacité fonctionnelle à faire vivre, encore une fois, ces 7 millions d'habitants qui habitent de la mer Méditerranée au Jourdain. Rafah, ces images insoutenables, des morts brûlés vifs dans le camp de Rafah, 45 morts, des milliers, des centaines en tout cas de brûlés, de blessés. Depuis, il y a la version israélienne qui, elle, dit que qu'ils ont une responsabilité, j'allais dire, indirecte. Ils précisent, document à l'appui, que ce serait leur missile qui aurait visé 2 dirigeants du Hamas qui étaient dans des cabanes à côté du camp de réfugiés. Mais qu'il y aurait eu là, sans qu'ils le sachent, un stock d'armes et de munitions et que c'est ce stock qui, sous le coup de la frappe israélienne, aurait entraîné l'incendie du camp. Est-ce que cette version est crédible? Est-ce qu'elle est possible? Alors. Et ensuite, est-ce que ça change quelque chose? Le Premier ministre a quand même dit très vite, c'est une erreur tragique. Et en fait, même en hébreu, c'est même pas une erreur, c'est un dysfonctionnement. Donc, pour une fois, les Israéliens ont quand même reconnu. Alors ensuite, maintenant, on a un deuxième narratif sur la question de savoir si c'était dans la zone sûre ou pas dans la zone sûre. Là, il y a des débats. J'ai bien regardé, c'est à l'intérieur du bloc 2371. Le bloc 2371... Parce qu'il faut préciser que donc cette partie-là de la bande de Gaza, elle est vraiment quadrillée. Elle est quadrillée. Très précisément cartographiée, je dirais, carré par carré. Mais tout le monde, les Israéliens, les Palestiniens, l'UNRWA, l'ONU, le Hamas, on sait exactement quand on est... Bon, c'est ce qu'on appelle la zone Al-Mawassi. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs là où il y avait les colonies israéliennes jusqu'en 2005. C'est pour ça qu'il y a de la place. Hein. C'est du côté, on va dire, sud-ouest de la bande de Gaza. Et là où il y a eu la frappe, c'est le bloc 2371, qui est légèrement au sud de ce périmètre-là, où il y avait eu une extension de cette zone sûre. Donc, on a frappé. Alors, on a frappé pour tuer 2 terroristes du Hamas, dont on a pratiquement découvert l'existence à ce moment-là. Hein. C'est pas du tout des... Et dont on nous a dit, ils avaient mené des opérations terroristes en Cisjordanie. C'est sans doute vrai, mais c'est juste pour... C'est pas. C'était eux la cible, voilà. Non, mais oui, mais c'est pas. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas les têtes. Voilà, c'est pas les têtes du Hamas. C'est des anciens qui ont commis des attentats. Bon. Alors, est-ce que l'incendie ensuite est dû au fait qu'il y avait du carburant ou des explosifs à proximité? C'est tout à fait possible. Mais je veux dire, Et là, c'est la réponse à ma deuxième question. Est-ce que ça change quelque chose au fond, que ce soit direct ou indirect? En l'occurrence, c'est là qu'on va. C'était inévitable. Ça fait des semaines que la communauté internationale dit ne rentrez pas dans Rafah. Il y a 1,5 million d'habitants à Rafah aujourd'hui. Rafah, jusqu'au 7 octobre, c'est 275 000 habitants. La dernière fois que j'ai été à Gaza, c'était en juin dernier. 275 000 habitants et c'était déjà très dense. Au moment où les opérations israélienne démarre, c'est 1,5 million d'habitants. Vous vous rendez compte? C'est même pas, c'est pas imaginable. On ne peut pas faire la guerre, même dans une densité. Non. Donc c'était inévitable. C'est arrivé, ça va réarriver. D'ailleurs, hier, il y a encore eu les bombardements morts, continuent, voilà, les attaques contre Rafah continuent. Est-ce qu'il existe encore la possibilité d'une trêve, Vincent Lemire? Juste avant justement qu'il n'y ait les attaques sur Rafah, il y avait ces évocations de pourparlers, de discussions avec le Hamas, un échange de trêve contre libération d'otages. Est-ce que ces discussions se poursuivent malgré tout? Oui, elles se poursuivent. C'est possible et c'est la seule solution pour à la fois libérer les otages et protéger les civils de Gaza. Il arrive dans des situations historiques qu'on soit dans une contradiction morale ou dans un dilemme. Est-ce qu'il faut sauver
les enfants et les femmes de Gaza ou est-ce qu'il faut sauver les civils israéliens? Les deux. Comment? Par un cessez-le-feu. On a deux problèmes, une seule solution. Les otages n'ont jamais été libérés autrement que dans un cessez-le-feu, parce que ne serait-ce que sur le plan logistique, sécuritaire, il faut les identifier, il faut les localiser, il faut les exfiltrer, etc. Donc, quand les familles d'otages israéliennes demandent, d'ailleurs qui font des manifestations avec des mains rouges, je dis ça aussi pour l'opinion publique française, c'est incroyable de voir comme en France, des signes qui sont utilisés sur place dans un contexte hyper conflictuel, les familles d'otages, les familles israéliennes d'otages... sont elles-mêmes très en colère contre le gouvernement israélien. C'est des manifestations monstres presque tous les jours. Mais oui, parce qu'elles essayent de sauver leurs enfants, leurs maris, Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que quand on utilise les mains rouges, par exemple, il y a eu ce moment d'occupation des locaux de Sciences Po avec les mains rouges, vous dites c'est pas si grave? Je l'ai déjà dit, je dis même pas ça, je suis persuadé que 99% des étudiants de Sciences Po... Main rouge, ça veut dire on dénonce les gens qui ont du sang sur les mains. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'effectivement, les mains rouges ont été vues par un certain nombre d'experts, comme aussi une référence à une photo célèbre, qui est une photo d'un Palestinien qui montre à la fenêtre d'un commissariat en Cisjordanie des mains rouges, et sur ces mains, le rouge, c'est le sang de deux juifs israéliens qui ont été littéralement lynchés par la foule à main nue. Voilà. Vous dites, ils ne sont pas vraiment au courant. Cette photo, elle est parfaitement authentique, mais les manifs, je dis juste factuellement, les gens qui nous regardent peuvent regarder, les familles d'otages en Israël, à Tel Aviv, manifestent avec des mains rouges. Est-ce qu'elles appellent au lynchage de soldats israéliens? Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que s'il y a encore des mains rouges, je ne crois pas qu'il y en ait eu ces derniers jours d'ailleurs, mais dans des manifestations ou des occupations, est-ce qu'on pourra toujours dire, en fait, c'est pas une référence à ça, mais c'est une référence à ça? Est-ce qu'on joue pas sur cette ambiguïté? Alors, moi, je serais un organisateur de manifestations, je me dirais, oui, si maintenant c'est devenu polémique, on peut peut-être arrêter avec les mains rouges. Les dernières mains rouges qu'on a vues, c'était sur le mur. Ce symbole-là a ensuite été utilisé pour, en quelque sorte, souffler sur ces braises. Voilà. Mais finalement, c'était des Bulgares. Par une autorité étrangère, en l'occurrence bulgare, sans doute russe, sur le mur. C'est juste pour dire qu'il y a toute une partie c'est comme le terme génocide, il y a toute une partie du vocabulaire ou de la grammaire de ce conflit dont on arrive à parler en fait plus facilement. Je le sais, j'en suis témoin parce que j'ai travaillé très longtemps et en Palestine et en Israël. On en parle plus facilement là-bas qu'ici. C'est quand même dingue. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Que pour vous, ici, tout cela est épidermique? Épidermique. Alors, on a la plus grosse communauté juive d'Europe, on a la plus grosse communauté musulmane d'Europe, donc on doit être aussi indulgent avec nous-mêmes. Pour le coup, on n'est pas comme les pays nordiques, donc on a effectivement ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est comme la question du génocide. Aujourd'hui, le débat français, c'est est-ce qu'il y a un génocide en cours ou pas? Mais c'est pas la question qui est posée à la Cour internationale de justice. Cette Cour internationale de justice, elle se prononce en ce moment sur le risque. Elle ne dit pas il y a génocide, elle dit y a-t-il risque et tentation. Parce que dans la Convention de 48 que Israël a signée, cette convention, elle s'appelle Convention pour la prévention et la répression du génocide. C'est le seul tribunal au monde qui doit se saisir d'un crime sur une anticipation avant qu'il ne soit commis. Normalement, un tribunal n'a pas le droit de vous juger pour quelque chose que vous allez peut-être faire. Donc quand on dit il y a génocide en cours, ou quand certains disent il y a, c'est malhonnête. C'est pas ce que dit, ce n'est pas du tout ce que dit. C'est pas le sujet. Le crime de génocide en 1948, on a considéré qu'il était trop grave et que c'était le seul crime pour lequel un tribunal devait être créé pour qu'il n'arrive pas. D'accord? Donc si même dans 10 ans on dit, vous voyez, il n'y a pas eu de génocide, la Cour internationale de justice aura quand même eu raison de se saisir, justement pour que ça n'arrive pas. Pour poser cette question-là et savoir si c'est le cas. Son mandat, c'est de prévenir. Une dernière question, Vincent Lemire, puisque vous parlez à l'instant du droit international. J'ai lu dans vos ouvrages que vous disiez, au fond, Israël a été l'aboutissement du droit international. Il pourrait aujourd'hui en être son tombeau. Quand vous dites a été l'aboutissement du droit international, ça veut dire que Israël est une création de l'ONU. On l'oublie souvent aujourd'hui, mais... Bien sûr, j'ai même dit, ça a été le berceau du droit international. En 1917, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations donne mandat aux Britanniques pour régler le problème. En 1947, l'ONU, au moment de sa création, fait le plan de partage et l'Assemblée générale de l'ONU vote pour la reconnaissance et la partition en 2 États. Un État juif de Palestine et un État arabe de Palestine. Donc c'est le berceau du droit international. Ça pourrait être aujourd'hui son tombeau. C'est pour ça aussi que c'est lié avec la question ukrainienne. C'est le droit international aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Est-ce que Poutine, Netanyahou et Xi Jinping ont raison
de dire que en fait tout ça c'est terminé et qu'on est rentré dans le règne de la force et dans la loi de la jungle, ou est-ce qu'on va réussir à sauver des règles de vivre ensemble sur le plan international? C'est ça qui se joue aussi aujourd'hui à Gaza. Merci beaucoup. Aujourd'hui et hier, donc avec vous, historien Vincent Lemire. Merci d'avoir expliqué tout cela ce matin. Je rappelle le titre de vos 2 ouvrages, Israël, Palestine, Anatomie d'un conflit, et puis votre histoire de Jérusalem en bande dessinée. Merci à vous.